Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des SalesOps, le format où j'interviewe des SalesOps pour te faire découvrir leur métier. Mon invité aujourd'hui c'est Rami Atassi, SalesOps Manager chez Livestorm. Hello Rami, Salut merci Eric. d'avoir accepté l'invitation. Avec plaisir. Du coup, aujourd'hui, on va commencer avec la première question. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer ton poste de SalesOps Manager, tes responsabilités, ton scope, c'est-à-dire est-ce que tu travailles avec les sales, le customer success, marketing. Et j'aime bien poser cette question au début parce que c'est en fonction des boîtes, ça va être une réponse assez différente. Donc, Non, complètement. Et c'est assez émouvant. Donc moi, pour petite historique, je suis arrivé chez Livestorm fin août, donc il y a quasiment 6 mois maintenant. Effectivement, je suis Sales Ops, donc rattaché à l'équipe commerciale, auquel chez nous maintenant est rattaché également le CSM. Donc c'est vraiment tout ce qui est lié, mon poste, mon scope, tout ce qui est lié aux outils et à la data en lien avec l'équipe commerciale et CSM ensuite, une fois que les deals sont closés. Mes principales tâches, il y a premièrement tout ce qui est lié au reporting au global, donc de la performance commerciale, de la data en lien avec les prospects, du cycle de vie tout simplement en fait, d'un lead chez nous jusqu'à ce qu'il devienne client et puis qu'il soit renouvelé et upsellé. À côté de ça, c'est tout ce qui est lié au process, le process vraiment de qualification d'un lead, comment les différentes équipes interagissent et se passent, disons, la transition se fait entre chacune de ces équipes. Et pour terminer, en fait, un peu l'admin de tous les outils et du support en général à l'équipe commerciale sur des process, sur des tâches un peu ad hoc de type les aider à remplir des formulaires de sécurité pour les prospects et tous ces types d'activités non directement liées à la vente et et à la démo. et du coup, comment t'expliquerais aux personnes qui écoutent justement ou qui regardent la vidéo ce que fait Livestorm? Livestorm, ouais, c'est une plateforme vraiment d'engagement par la vidéo, c'est-à-dire vraiment de gestion de tous tes meetings, internes ou externes, autour de la vidéo. Pourquoi je dis autour de la vidéo? Parce que la principale valeur ajoutée, donc comparée à d'autres outils vraiment de communication vidéo, c'est tout ce qui est lié vraiment à l'automatisation des envois d'emails pour s'enregistrer, tout ce qui est lié à l'enrichissement de ton CRM après ton événement, tout ce qui est lié en fait à l'intelligence et à la donnée en lien avec ces meetings-là. Donc ça se veut une plateforme un peu de meeting en général et avec des use cases qui sont de plus en plus variés en fait. Donc je te dis ça en fait parce qu'on a un peu évolué. À la base, Livestorm, c'est un outil de webinar vraiment qui a pour but de produire des événements externes pour des prospects. Et maintenant, c'est beaucoup plus adapté un peu à toutes sortes de meetings. Notamment, nous, nos meetings d'équipe, on les fait tous sur Livestorm. Et c'est très bien, c'est parfaitement adapté, le produit est adapté à ce use case. Ah, c'est bien que tu expliques ça parce que justement pour moi Livestorm c'était une plateforme de webinar. La première fois que j'en ai entendu parler et que j'avais regardé justement votre site, j'avais vu que c'était une plateforme de webinar mais je ne savais pas en fait que derrière il y avait tous ces nouveaux use cases. Ouais, c'est très récent, ça date de ce trimestre-là en fait. Ouais, effectivement. Tout à l'heure tu avais commencé un peu à m'en parler avant qu'on lance l'enregistrement. Donc c'est par rapport à vos ventes. Est-ce que vous les segmentez? Et qu'est-ce que j'entends par la segmentation? C'est-à-dire, est-ce que vous avez comment dire, une vente complexe, une vente transactionnelle, ou est-ce que vous avez aussi une équipe de vente qui est concentrée sur la partie PME, mid-market, grand compte? Ou comment ça se passe de votre côté par rapport à ça? Ouais, c'est une question super intéressante et on a réfléchi beaucoup à comment la segmenter, notamment en ce moment. Il y a deux grandes, disons, deux familles de prospects et de clients par la suite. Les clients qu'on appelle self-serve, qui ont vraiment une vie sans interaction avec l'équipe commerciale. C'est vraiment encore le gros du volume chez Livestorm, au moins 80%. C'est en fait comme ça que Livestorm a commencé à acquérir ses premiers clients. L'équipe commerciale est très récente dans l'évolution de l'équipe en général. À côté de ces clients self-serve, il y a les clients qu'on appelle sales-led, donc vraiment qui rentrent dans un process commercial, dans une vente plus complexe, comme tu l'avais dit. Au sein de ces clients, en fait, sales-led, on a deux grandes typologies. Ce qu'on appelle les sales-led yearly, donc des clients qui vont simplement avoir une licence annuelle inférieure, en fait un pack de licences qui est inférieur à 5.
sans service dédié par la suite, sans support CSM vraiment approprié. Ils vont simplement être redirigés vers le support, l'équipe support en général. Et à partir de 5 licences, on a vraiment tout le process d'enterprise qui se met en place avec un training dédié, un support, un accompagnement vraiment du client dans la prise en main de l'outil et une formation des champions à l'outil. Voilà pour 2 mots, en reprécisant bien que Livestorm, c'est un modèle SaaS qui facture au nombre de licences par host, donc en fait par nombre d'animateurs sur la plateforme, une facturation qui est soit mensuelle, soit annuelle, ou maintenant pour plusieurs grandes entreprises pluriannuelles, on a quelques contrats qui dépassent la durée annuelle. Et je pense que la réponse ça va être différente en fonction de si c'est du self-service ou si c'est du sales lead. C'est un panier moyen, le panier moyen il est de combien à peu près? Alors le panier moyen il est autour en MRR autour de 1 000 €, donc 5 licences, pardon une licence disons en moyenne. Et pour tout ce qui est plutôt côté entreprise, géré par les commerciaux, on est plutôt à 3 000 ou 4 000. Donc entre 3 et 4 licences en moyenne. Et c'est un des principaux objectifs de pousser ce panier moyen, surtout pour tout ce qui est lié à l'équipe commerciale. Ça, tu disais c'est MRR, on est d'accord. Donc c'est le revenu non, ça, récurrent. Non, mais en annuel. Non, en annuel, ok. Ouais, en annuel. Okay. Ouais, tout à fait. Ça correspond en fait à 80. En fait, la licence se vend à 89 € par mois en MRR. Donc un MRR de 89 €. Ok, ouais. Juste pour la précision. Ok. Ouais, du coup, ouais, c'est bien ce que je pensais. Ouais. Du coup, sur le produit self-service, ça va être beaucoup plus bas le panier moyen, mais c'est du coup sur l'équipe commerciale, comme tu disais, l'équipe commerciale elle cherche justement des paniers moyens, des ventes un peu plus intéressantes. Ouais, et une rétention surtout plus intéressante. C'est quand même un produit qui a par définition beaucoup de churn, où des gens mettent en pause l'abonnement pendant les mois où ils font pas de webinars. Tous ceux qui n'ont pas de stratégie dédiée au webinar, ce qui représente quand même beaucoup de clients. On essaie d'éviter ça côté commercial. Quand on va vraiment attaquer un client et le faire suivre par un CSM, c'est pour pousser l'utilisation et développer une stratégie de webinar au sein de l'entreprise, quoi. Surtout qu'aujourd'hui, avec le Covid, clairement, ça va leur être bénéfique parce que c'est pas juste faire un événement de temps en temps, c'est vraiment avoir une stratégie derrière ça. Tout à fait, ouais. Non, tout à fait. Avoir une stratégie de communication vraiment qui se base sur le webinar, qui essaye d'engager des prospects de manière régulière sur le temps. Ça reste le premier use case le plus intéressant et ceux qui sont pour les clients, disons, les plus satisfaits de l'outil, c'est le use case de lead generation. Vraiment, Livestorm, c'est d'avoir cette intégration avec le CRM et où on puisse, disons, facilement lancer des webinars, présenter ses nouveaux produits, réchauffer des prospects. Toutes ces thématiques-là sont des thématiques qui marchent bien, quoi. Et du coup, là, je vais passer à la question suivante. C'est toi, tu es tout seul aujourd'hui dans l'équipe SalesOps ou comment ça se passe? Je suis tout seul, ouais. Je suis arrivé, donc il y avait une équipe de 5 commerciaux et j'étais le premier arrivé pour commencer à travailler notamment sur le CRM. Hein. C'est l'outil principal par lequel la data, disons, commerciale est collectée. Et autour du CRM, commencer à brancher des outils pour améliorer la productivité générale. Et j'ai été rejoint assez vite par le Head of Sales qui a un petit peu chapeauté aussi la structure de l'équipe et préparé le recrutement qu'on a lancé cette année suite à la levée de fonds et qu'on est en train d'accélérer pour l'année en cours. Et du coup, tu disais quand tu es arrivé, vous étiez 5 commerciaux, plus toi, et après il y a eu le Head of Sales. Là, vous êtes combien de commerciaux? Là, on est une 10. Plus 5 personnes qui sont donc 5 CSM qui sont rattachés à l'équipe. L'objectif étant de passer l'ensemble de l'équipe à 30 personnes, donc rajouter entre 10 et 15 commerciaux d'ici la fin de l'année. Ouais, ça va faire pas mal de recrutement du coup. Quand on avait discuté justement la première fois, tu m'avais dit qu'au niveau de ton background, de tes expériences avant de passer en SalesOps, tu étais en finance. Et qu'est-ce qui t'a fait décider justement à commencer ta carrière en tant que SalesOps? Donc, l'envie vraiment d'avoir des pratiques plus concrètes. Je mets beaucoup le côté analytique à finance, ça manquait complètement de concret en fait.
disons, de voir l'impact au quotidien de ce qu'on peut faire comme analyse. Là, ce que j'apprécie bien dans le travail, c'est qu'au-delà de la partie analytique et data, je vois vraiment les résultats et l'aide que j'apporte directement aux commerciaux. Et ça se traduit par voilà, des meilleurs chiffres de mois en mois et des meilleurs trimestres où ils sont plus dédiés à leur travail ils ont une meilleure vision en fait, de ce qui va arriver également dans les prochains mois et prochains semestres. Ouais, c'est vrai que ça, c'est un très bon point ce que tu viens de dire parce que j'avoue, je sais pas, là comme tu dis, je pense que tu t'en rends compte maintenant, mais de voir l'impact de ce que tu fais très rapidement, je pense que c'est assez gratifiant de voir bah, que ce que tu fais, ça a quand même de l'impact parce que c'est pas juste faire de l'analyse et peut-être que ça sert un jour. Non, c'est vraiment, je fais de l'analyse et on implémente des choses qui donnent du résultat. Enfin, je pense pas que ce soit sur la partie CVP, ce soit tout de suite les résultats, mais tu le vois Non. sur le mois suivant. Ouais, Ou, complètement. Il y avait quelques quick wins, on va dire, en arrivant, il y avait quand même beaucoup de choses qui n'étaient pas du tout structurées. Donc c'était quand même facile disons, de mettre un peu plus de structure dans l'équipe, mais je suis tout à fait d'accord avec toi, les résultats sont quand même plus long terme, c'est plus faire infuser de l'habitude dans l'équipe, de se référer à de la data et pas simplement à des opinions. Et essayer vraiment de coller au process pour que, disons, l'intelligence globale de l'équipe s'améliore et qu'ils puissent vraiment exploiter sur le long terme le travail qu'ils font, quoi. Et tout à l'heure, tu me disais qu'il n'y avait que 5 commerciaux quand tu avais rejoint Livestorm. Et à quel moment, en fait, justement, le CEO enfin, de la boîte s'est rendu compte qu'il fallait un sales ops? Parce que du coup, tu arrivais avant le directeur commercial. Donc, je trouve que on n'en parle pas assez. Et en fait, j'en entends parler de plus en plus souvent que le sales ops, il doit arriver assez tôt dans la boîte et pas quand il y a déjà 30 commerciaux. Je pense que le principal intérêt, ouais, c'est d'éviter d'avoir un retraitement trop long de l'historique. Moi, j'ai quand même dû passer de longs mois à retraiter un petit peu toute la donnée non exploitée passée. Et je pense que c'est aussi un mindset d'être assez vite le plus, disons, optimisé possible et de ne pas attendre, pas dans une simple logique de volume, d'aligner vraiment de plus en plus de commerciaux, mais d'avoir déjà les bons process, les bons outils en place pour accueillir cette croissance. Donc effectivement, ouais, l'entreprise a un fort ADN produit et marketing, et c'est vrai qu'ils avaient assez vite à cœur, le CEO notamment, d'avoir une vision optimisée des process commerciaux et de recruter de manière intelligente par la suite des personnes qui vont vraiment apporter un plus à l'équipe et pas simplement se précipiter pendant le momentum du moment à recruter beaucoup de commerciaux d'un coup. Je pense que c'est un pari, à mon avis, qui va, j'espère, se révéler payant dans les quelques prochaines années, d'avoir une approche plus patiente et construite de l'équipe, quoi. Et ouais, je vois ce que tu veux dire par rapport à ça parce que généralement, le schéma classique, c'est on lève des fonds, on recrute du monde. On sait qu'avec 10 commerciaux, on a tel résultat. Si on en recrute 30, on aura tel résultat. Et généralement, c'est pas ce qui se passe parce que justement, bah, quand tu as de plus en plus de monde, bah, y a plein de choses qui se cassent, on va dire, dans le process. Et au final, les 10 commerciaux, le résultat qu'ils produisaient, bah, en fait, ils prennent pas en compte qu'ils avaient déjà plusieurs mois ou plusieurs années déjà dans la boîte. Et sur sur les 20 qui vont arriver, on ne prend pas en compte qu'il faut prendre en compte le ramp-up et aussi bah, les former et aussi bah, mettre en place des nouveaux process parce que c'est pas juste recruter 20 personnes de plus, c'est qu'est-ce qu'on va faire derrière pour qu'eux aussi performent comme les 10 commerciaux qu'il y avait. Tout à fait, exactement. C'est exactement les comparaisons qu'on a, et notamment un peu le suivi des premiers mois d'un commercial que je commence à faire là sur les arrivées est très intéressant par rapport à ça, pour essayer de benchmarker le ramp-up et d'avoir tous les outils et le learning en place pour les aider. C'est pas tant du tout pour flaguer ceux qui sont moins rapides que les autres, c'est plus pour être sûr qu'on est vraiment bien, on a bien le savoir qui s'est transmis entre les équipes, comme tu l'as dit, que les 5 premiers puissent apporter suffisamment aux 5 suivants dans la prise en main de l'outil, la prise en main des process de vente, etc., quoi. Ouais, et juste pour ceux qui écoutent, est-ce que tu pourrais, enfin on a dit le mot ramp-up, qu'est-ce que c'est le ramp-up? Ouais, la vitesse à laquelle le commercial atteint, disons, son plein potentiel, même si il y a bien sûr, on progresse tous continuellement, enfin, en tout cas c'est quand même le but quand on s'épanouit dans un travail. C'est vraiment l'idée de pouvoir
cette période, disons, ce premier semestre, ce premier trimestre, voire semestre d'arrivée, avoir vraiment le faire de manière intelligente et pouvoir profiter un petit peu de l'expérience globale acquise par l'équipe, quoi. Et là, pour cette question-là, en fait, je te la pose, mais en gros, c'est si tu devais choisir une métrique sur laquelle tu reportes, donc c'est-à-dire sur laquelle tu présentes à ton N+1, quelle serait cette métrique? Ça peut être sur le trimestre ou sur l'année. Je sais que pour la partie CESOP, ça change tout le temps, mais là en ce moment, quelle serait ta métrique? Je pense qu'il y en a une seule, enfin, finalement, c'est la conversion. Donc, avant d'arriver au MRR, c'est qu'est-ce qu'on convertit par rapport aux leads qui sont un peu générés par l'équipe marketing aujourd'hui pour nous, demain par l'outbound. C'est vraiment s'il y en a qu'une seule à choisir, c'est cette conversion, ce win rate de lead à customer, en fait. Et ce win rate, après, se décline suivant les différents canaux et se décline aussi suivant les différentes étapes du funnel. Mais c'est vraiment l'unique métrique. Et comme tu dis, on s'y perd vite dans tout ce qu'on peut mesurer. Mais finalement, si cette métrique va que dans le bon sens, l'équipe ne peut pas perdre le bon cap, quoi. Et tu disais que tu mesures beaucoup la conversion en fonction du type de canal, mais aussi en fonction des étapes. Pour toi aujourd'hui, c'est quoi par exemple le canal qui fonctionne le mieux? C'est les leads qui arrivent du marketing, la partie outbound? C'est assez facile parce qu'aujourd'hui, on n'a quasiment pas d'outbound encore. On a lancé les campagnes il y a simplement un mois. Donc, on a vraiment un ADN très, très marketing et très lié au self-serve. Le canal, vraiment, dans ce self-serve, nous, on a grosso modo 4 gros canaux, les demandes de démos sur le site, les discussions intercom, des webinars qu'on fait nous pour nous-mêmes, en fait. On utilise Livestorm pour génération de leads. Et enfin, vraiment tout ce qui est lié au canal, disons, self-serve, qu'on va aller retravailler, donc des personnes qui prennent un abonnement, qui ensuite on interagit par la suite. Et donc le canal de demande de démo, vraiment, c'est celui qui est le plus prometteur aujourd'hui. Bon, le prospect arrive quand même souvent avec il est convaincu du problème qu'il a, d'avoir un outil dédié pour les webinars. Et c'est là forcément qu'on arrive à convertir, disons, le meilleur panier et les meilleurs taux, quoi. Je te posais cette question parce que nous, on est en fait dans toutes les boîtes dans lesquelles je bossais avant, généralement, les objectifs qu'on a avec l'équipe marketing, c'est il y a un webinar où on a un e-book et en gros, les SDR, ils doivent attaquer les prospects de les prospects qui ont, on va dire, qui sont des clients potentiels, qui ont soit téléchargé l'e-book ou soit qui sont allés au webinaire. Mais là, on a arrêté tout ça. Maintenant, on se focus vraiment vraiment sur des prospects sur lesquels on sait qu'on peut avoir en meeting. Et tous les leads qui sont générés par le marketing, généralement, maintenant, on n'y touche plus. Là, on a fait un webinaire il n'y a pas longtemps, on a eu 500 personnes dessus. Et l'équipe SDR, elle ne touche plus du tout à ces leads-là. Est-ce qu'ils ne sont pas assez qualifiés encore pour vous? Non, ce n'est pas par rapport au fait qu'ils sont qualifiés, mais généralement, c'est ceux qui convertissent le moins. Donc, et on s'est rendu compte que c'était pas forcément productif de faire ça pour l'équipe. Et du coup, on a arrêté de leur envoyer. Donc, c'est vraiment une démarche d'outbound direct plutôt? Ouais. Que vous avez en se basant sur un ICP, une typologie d'entreprise que vous voulez targeter et des campagnes d'outbound derrière. D'accord. Et alors, au niveau des process et du télétravail, est-ce que ça a changé quelque chose avec le fait que le Covid ait commencé pour ton équipe? Et qu'est-ce que tu as mis en place pour qu'elle puisse continuer avant, justement? Alors, tout était vraiment en place. On avait déjà une partie de l'équipe en remote, nous, avant le Covid. Vendant un outil de webinar et un peu de vidéoconférence, on était parmi les premiers à vouloir pousser ces nouvelles habitudes de travail. Donc, il n'y a pas vraiment de changement de changement précis qu'il fallait mettre en place. Après, il y a toujours des défis, surtout pour l'onboarding. Le contact avec les nouveaux arrivants est bien sûr pas facilité par le remote. Donc là, c'est plus un process dans l'entreprise qu'on a pour faire des meetings réguliers. On a des rooms dédiés, en fait, avec Livestorm, on a des rooms dédiés pour des événements précis, de fin de semaine, de catch-up, disons, pas forcément uniquement formel. Donc c'est toute l'entreprise autour du produit qu'on vend qui essaye de s'adapter à ça.
Côté commercial, il n'y a pas eu de changements principaux. Tout était déjà en fait orienté vers ça. On n'a jamais eu, par exemple, on a toujours eu Aircall pour passer nos coups de fil. On s'est jamais habitué à travailler tous ensemble du même endroit en fait. Ouais, parce que j'aime bien poser cette question parce que, bon, en fait, j'avais zappé que toi, tu as commencé justement après le Covid, donc du coup, bah, il y avait déjà des choses en place. Mais j'aime bien poser cette question parce que généralement, ce que je vois, c'est que bah, pour les équipes commerciales, ils ont un peu de mal à s'adapter au fait de passer en full remote et, euh, et de ne plus avoir cette relation qu'ils ont en fait dans les bureaux. Donc c'est aussi un peu pour ça que j'aime bien poser cette question pour essayer de voir en fait, bah, ce qui a été mis en place pour bah, compenser le fait qu'il n'y ait plus que tous les commerciaux se voient tous les jours, quoi. Mais c'est super intéressant, ouais, c'est complètement. Et on essaye quand même, hein, ceux qui sont sur Paris, on est sur les dizaines, on est 5-6 sur Paris quand même. On essaye de se voir une semaine, toutes les semaines, 2 semaines, on va dire, pour retrouver cette énergie collective un petit peu. Et je pense que dans tout le travail commercial, c'est quand même très important, cette énergie collective. On essaye aussi voilà, un petit peu de célébrer les milestones comme on peut avec des communications Slack appropriées sur quelle atteinte de quota a été faite, quelle atteinte d'objectif, notamment en termes d'équipe. Mais je partage en tout cas ton point sur la difficulté à motiver les commerciaux quand on est un petit peu loin les uns des autres. Ouais, c'est ce que j'ai vu. Je t'avoue que nous, là, chez Chili Pepper, justement, nous, c'est un peu. On était déjà en remote avant ça. Moi, quand je les ai rejoints, le Covid, il avait déjà commencé. Mais la culture, elle est un peu différente par rapport à ça parce qu'en en fait, bah, il n'y a pas de bureau et il y a l'équipe commerciale, bah, c'est tout sur Slack ou sur Zoom. Et, euh, et en fait, c'est un peu un mindset qui est différent parce que du coup, en fait, comme la boîte a été construite sur la base du télétravail, du coup, c'est fait de façon différente par rapport à ça. Il n'y a pas enfin, il y a jamais eu de contact humain dès le début, en fait, entre tous les membres de l'équipe. Ouais, d'accord, je comprends, ouais. Et du coup, sur la question suivante, là, on va rentrer un peu plus du coup, dans ce que tu fais en tant que sales ops chez Livestorm. C'est quoi là où les plus grosses problématiques sur lesquelles tu es tombé? Et est-ce que tu as trouvé des solutions pour les résoudre? Alors, j'en ai pas mal de problématiques en fait, c'est un peu tout ce qui est lié un peu à la performance globale de l'équipe et notamment à qu'est-ce qu'on mesure de cette performance-là. Donc une des problématiques, un exemple que je peux avoir, c'est vraiment d'identifier de manière certaine un peu la vie d'un prospect dans les différentes interactions commerciales, notamment en fait tous ces prospects non immédiatement disqualifiés et non immédiatement qualifiés. Tous ces prospects un petit peu qui naviguent entre des boucles de campagne marketing et des interactions avec des SDR pas forcément très concluantes. Donc là, les outils un peu pour les identifier, c'est d'essayer de commencer à mettre des attributions, par travailler, vraiment mettre par exemple, à mettre des liens UTM sur les calendriers spécifiques qui sont partagés via Intercom, par exemple, pour vraiment bien repérer, disons, retracer un petit peu la vie du prospect. Et c'est en fait tout simplement aussi reconstruire le process qu'on est en train de faire. On est en train de quitter Pipedrive pour aller vers Salesforce. Et ça nous permet de reconstruire tout le chemin d'un lead dans notre système. Et on essaye de bien regarder tous les cas de figure où on ne mesure pas correctement ce qui se passe avec ce lead-là. Une réponse un peu vague, un peu globale, mais c'est vraiment c'est tout ce qui est la mesure de la provenance d'un lead. Ouais, c'est essayer de comprendre s'il a visité le site une fois, c'est de voir s'il a parlé sur Intercom, de voir s'il y a un SDR qui lui a parlé, de comprendre un peu tout ça. Exactement. Et du coup, ça va un peu commencer à parler de la question suivante, mais pour l'attribution, donc tu utilises des codes UTM, enfin de la partie UTM sur les liens. Tu utilises d'autres choses pour ça? Alors après, nous, on a une séquenciation assez simple. Donc j'utilise en fait vraiment dans le site même, en fait, par rapport à la taille de l'entreprise et de la zone géographique sur laquelle il est, on va l'assigner à une équipe, à un SDR particulier qui ensuite travaille avec un account exécutif. Donc ça, c'est des règles un petit peu en dur qu'on a facilement. Et demain, ce qu'on est en train de faire justement, c'est ces règles d'assignation avec des workflows dans Salesforce pour qu'on puisse avoir la main et itérer dessus et ne pas avoir à passer, disons, par
par un changement du site pour le modifier, quoi. Donc là, on va commencer à parler des outils justement. Donc tu disais, bon, en CRM, vous aviez Pipedrive et là, vous êtes en train de passer sur Salesforce. Vous avez Intercom sur le site. Qu'est-ce que vous utilisez d'autre comme outil? J'utilise beaucoup Calendly pour la prise de rendez-vous. Livestorm, bien sûr, directement pour en faire des webinaires pour nos leads et communiquer également avec eux lors de démos. On utilise beaucoup d'outils d'automatisation, Zapier, Integromat, pour vraiment connecter tous ces outils-là au CRM. En amont de ça, on a un outil qui s'appelle Segment qui va vraiment traquer la donnée à la fois du site et du produit et la redispatcher dans les différents outils, et notamment dans les outils commerciaux. Donc c'est vraiment un outil de tracking et d'attribution vraiment de savoir en fait le lead d'où est-ce qu'il est arrivé en fait. Ensuite, des outils un peu plus annexes. Autour de ça, on a un outil dédié qu'on est en train de tester pour la rémunération des variables qui s'appelle Amalia. Qui prend directement de la donnée dans le CRM et qui va vraiment avec des règles de calcul déterminer la rémunération à la fin du trimestre. Et pour terminer, Notion, vraiment pour toute la gestion des événements et des process, la gestion des meetings d'équipe et des process, et également Airtable qu'on utilise comme FAQ sur plusieurs sujets, notamment les sujets de sécurité et de data. Ce sont des sujets qui sont très récurrents chez les prospects, de comment la sécurité est assurée, quelle data est contrôlée par le client, etc. Ok. Et donc ça, c'est... Et pour la partie de tes commerciaux, tu disais que tout à l'heure Aircall? Oui, tout à fait, j'ai oublié Aircall. Oui, tout à fait, Aircall pour la communication aussi et les appels. Et c'est SalesLoft qu'on va implémenter d'ici peu en lien avec Salesforce pour vraiment gérer la cadence d'email des SDR. Et pouvoir avoir un seul endroit avec aussi les appels outbound, un seul endroit, un seul outil dédié pour gérer et réchauffer tous ces leads qui sont qualifiés pour les sales, mais pas encore prêts à passer une démo. Ok. Et pour la partie justement données, vous utilisez quoi? Un Lusher? Un Lusher. J'ai fait un mélange entre Lusher et Casper. Lusha, Casper ou autre chose? On utilise Clearbit. Clearbit okay. pour l'enrichissement, à la fois pour nous et et les données pour nos clients également. Donc il y a une utilisation dans le produit de Clearbit et une utilisation pour les équipes business. Ok. Et ça m'intéresse d'en apprendre plus sur ça parce que Clearbit, c'est assez tourné sur les US au niveau des données. Pour la France, ça vous va ou... Ça marche, effectivement. C'est pas forcément très très pertinent tout le temps, mais c'est correct quand même. C'est correct quand même. L'enrichissement se fait quand même de manière correcte. Effectivement, on peut toujours en train de réfléchir à comment on peut prendre plus pertinent sur l'Europe effectivement versus les États-Unis. Le sujet est que Clearbit, on l'utilise de manière extensive vraiment pour toute notre stack, notamment pour le marketing, également pour l'équipe produit. Donc voilà, c'est pas forcément évident comme choix, c'est pas qu'un choix qui dépend de l'équipe business. Okay. Et du coup, là on va parler un peu plus sur le CRM. Du coup, là, tu disais que vous passiez de Pipedrive à Salesforce. Pour Salesforce, est-ce que tu gères tout en interne ou est-ce que tu as justement une personne qui t'aide à la mise en place de Salesforce? Il y a des personnes, il y a 2 freelances qui travaillent avec moi pour la mise en place de Salesforce, avec lesquels sont une mission de 2 mois pour vraiment mettre en place l'outil et faire les premières connexions natives. Et en fait, c'est vraiment pour gagner du temps et démultiplier un petit peu la force de travail. Ouais. Ouais, parce que quand je pose cette question, en fait, au début, ce que je me demandais, en fait, c'était en fonction du CRM que tu as. Je sais que tu as des CRM qui sont moins complexes que Salesforce. Et Salesforce, ce que j'entends souvent, c'est les personnes qui ont Salesforce, ils vont souvent avoir quelqu'un qui va les aider, un développeur en plus, ou des freelances comme là, ce que tu es en train de faire, pour les aider, parce que généralement, c'est assez... Comme j'ai jamais vu la partie derrière, tout ce qui est la partie connectivité entre tout, mais je sais que c'est assez complexe à mettre en place. Oui, ça demande effectivement, c'est un outil un CRM, comme tu as dit, qui est très performant, mais la rançon de ça, c'est qu'il faut vraiment du temps, il faut se pencher dessus, il faut beaucoup creuser la doc, il faut passer du temps à bien le paramétrer,
parce que si c'est mal paramétré, c'est très vite le désordre et c'est très vite ingérable. Donc, en fait, c'est un outil qui fonctionne pas tout seul, Salesforce, quoi. Il faut vraiment faire des choix forts de paramétrisation en lien avec ton process et customiser vraiment l'outil comme tu veux, parce que de base, l'outil il est vide en fait. Il y a un peu rien qui est préconstruit pour toi, quoi. C'est ça. Et je pense aussi, comme tu disais, enfin, le fait de de changer de CRM, c'est aussi un choix assez stratégique, j'imagine. Et j'imagine qu'aujourd'hui, de le faire là, quand l'équipe commerciale, il y a 10 personnes, pour toi, ça va être beaucoup plus, beaucoup plus intéressant que de le faire quand tu auras 30 commerciaux, j'imagine. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'était assez urgent de le faire tout de suite et pas se laisser trop déborder par un petit peu toute cette data non gérée aujourd'hui, un peu tous ces flows qu'on n'a pas bien structurés. Et pour le nombre, et c'est surtout en fait pour le type de typologie de clients qu'on veut targeter, on aimerait avoir des plus grands comptes, donc des process de vente plus complexes, avec plus de parties prenantes, disons, des cycles de vente plus longs et plus découpés. Et on a besoin d'un outil vraiment dédié où on puisse traquer ça, apporter de l'aide aux commerciaux et qui soit dans un outil vraiment fait pour cette vente-là, quoi. Et pas simplement un outil de suivi des rendez-vous et de suivi de meetings, quoi. Donc c'était vraiment un choix très stratégique comme effectivement pour la vente d'entreprise. Et pour continuer un peu sur la partie justement de l'information qui est utilisée ou que les commerciaux y mettent dans le CRM, est-ce que c'est ta responsabilité ou la responsabilité de ton directeur commercial que tes commerciaux mettent toute l'info dans le CRM? Non, en fait, c'est ma responsabilité globale, c'est de rendre le CRM utilisable. Pour cet objectif-là, moi, je suis obligé de mettre les bons process pour que la donnée soit effectivement bien remplie et qu'elle soit correcte. Donc, c'est ma responsabilité à moi qui découle vers un bon process pour les sales, pour le mettre. Et on traque ça de manière hebdomadaire, un petit peu tous les manquements qu'on aurait pu avoir en tant qu'équipe, en fait. Hein. C'est vraiment pas de pointer les manquements des uns ou des autres. Mais c'est plus qu'en tant qu'équipe, on essaye et mon head of sales m'aide beaucoup sur ça dans la partie management, de vraiment pousser à l'utilisation des produits, pousser à l'engagement et leur montrer en fait que plus ils sont engagés, mieux ils auront une performance, plus leur performance sera meilleure en fait commercialement et ils seront plus rapidement à leur quota et feront des très bons quarters par la suite, quoi. Et c'est une vision plus long terme ça demande du travail effectivement d'éducation, notamment pour les personnes plus juniors qui viennent de nous rejoindre, quoi. Et du coup, c'est quoi le truc ou l'outil le plus productif que tu as mis en place depuis que tu es arrivé chez Lifestone? Il n'y a pas un outil dédié, donc j'ai pas mal regardé beaucoup travaillé sur tout ce qui est lié à l'automatisation, en fait, assez vite quand même limité par l'outil PyDrive en lui-même qui a pas beaucoup de champs calculés, pas beaucoup de choses, disons, pré-remplies pour les commerciaux. Par contre, si je peux vous donner un exemple, c'est des notifications Slack qui sont directement adressées aux commerciaux en fonction de l'utilisation du produit par leur lead. Lorsqu'un lead est par exemple en test, utilise le produit gratuit Livestorm et il fait beaucoup de webinars et qu'il a beaucoup d'inscrits, en fait, je notifie le commercial pour qu'il puisse relancer la discussion sur un plan payant, essayer de l'upseller. Donc tout ce qui est en lien en fait, avec la vision sur qu'est-ce qui se passe dans le produit. Parce on est un Livestorm, c'est très product-led, tout se passe beaucoup dans le produit, les sign-ups sont très importants et beaucoup d'activités se déroule dans le back-end du produit qu'il faut essayer de traquer au mieux, quoi. Et du coup, t'as fait quoi? T'as mis quoi en place pour la notif? Je te demande ça parce que nous, on vient de commencer à mettre un produit en self-service aussi. Donc, et on n'a pas justement ces notifications là. Donc, C'est le produit, c'est le concierge, c'est ça? non, non, c'est la partie, un peu le concurrent Calendly du coup, sur la partie vraiment booker les meetings. On a commencé à faire le produit freemium et des free trials. Et en gros, on a commencé il y a 3 mois, quoi. Mais aujourd'hui, on sait qu'un prospect, il a commencé un free trial et c'est tout. Et on n'a pas d'autres notifications par rapport à ça. On ne sait pas si, par exemple, la personne, elle l'utilise ou pas. On n'a pas ces infos-là. Tu dois aller dans Salesforce pour voir si elle l'utilise, justement. D'accord.
Non, moi, c'est un truc très simple. C'est vraiment, en fait, on a des plans de nombre de licences, comme je l'expliquais au début, et des différents add-ons, par exemple, par rapport au nombre de participants à tes événements. Par défaut, tu as jusqu'à 100 participants à tes événements. Au-delà de 100, il faut prendre des extensions, des add-ons, 250, jusqu'à 250 participants ou jusqu'à 1000 participants. Ce que j'ai mis en place, par exemple, c'est pour un commercial donné qui suit un compte. Si ce compte-là n'a pas d'add-on, mais qu'il a deux webinaires de suite avec plus de 100 personnes, notifier le commercial pour qu'il aille le contacter. Cette personne-là a utilisé plusieurs fois l'outil de manière extensive, il dépasse son plan actuel. Pourquoi ne pas engager une conversation avec lui pour recreuser son use case et comprendre l'intérêt qu'il pourrait avoir d'exploiter au mieux Livestorm. Donc voilà, c'est vraiment cette idée-là, comme tu dis, de croiser les données produits avec l'interaction commerciale. Ok. Après, c'est la dernière question sur la partie SysOps. Après, on va arriver sur les questions de la fin. Si tu avais un souhait et que tu pourrais résoudre un problème, qu'est-ce que ça serait? Alors, yes, sur un problème, je vais un petit peu revenir sur ce que je te disais au début, c'est vraiment une vue simple, en fait, unifiée de la création de tous les leads. C'est lié à mon problème très contextuel du fait que beaucoup de choses viennent du marketing, donc j'ai beaucoup d'interactions nécessaires avec l'équipe marketing grosse pour voir l'origine des sign-up, les demandes de démo, etc. Et c'est vrai que mon rêve, c'est d'avoir un dashboard, un seul endroit où je puisse voir en fait vraiment semaine après semaine, mois et au trimestre, d'où viennent mes prospects sans avoir à recouper 3-4 outils différents. Et c'est aussi pour ça qu'on met en place Salesforce, c'est pour regrouper dans un seul endroit des données de sources différentes. Et donc, on arrive sur la question de la fin. Si les auditeurs ou les personnes qui regardent la vidéo devaient retenir juste 3 choses sur ce qu'on vient de discuter, quelles seraient ces 3 choses? Alors, 3 choses pour moi qui seraient importantes, c'est d'abord, je pense que côté SalesOps, on se perd un peu vite dans les métriques, c'est se focaliser sur peu de métriques et les rendre exploitables, c'est-à-dire à partir de la mesure de ces métriques-là, en découler des changements de process, des améliorations, et rester très, très focalisé sur ces quelques métriques. Je pense qu'il y a un deuxième point, c'est un peu lié à mon avis, ça se rapproche un peu du travail des product managers, c'est se dédier des créneaux de travail de fond et ne pas être tout le temps dans le réactif, pouvoir vraiment bloquer ton agenda pour travailler sur ces process à fond et pas tout le temps être en support permanent à l'équipe pour faire avancer les choses, parce qu'en fait, le support, disons, de manière continue est très bon sur le court terme, ne permet pas de faire avancer à l'échelle d'un trimestre tout l'ensemble des process. Et peut-être le dernier point qu'on n'a pas parlé, mais c'est pour moi ce qui est important dans des postes non client-facing, mais quand même côté sales, c'est vraiment de faire du shadow de temps en temps, des calls, de comprendre un peu la réalité des commerciaux. Et à partir de cette réalité-là, en fait, on a une vue plus pragmatique des process, on va dire. Ouais, c'est pas juste regarder ton dashboard, voir les données, c'est aussi voir comment le sales fait dans sa journée, de sa prospection, de comment il envoie les emails ou de comment il fait tout son process. Exactement. Et comment t'expliques à quelqu'un de ta famille ce que tu fais? Je pense pour moi, j'aide l'équipe commerciale à être plus performante. Donc, l'amélioration de la performance de l'équipe. Donc, je pense que ça se aussi résume en une phrase, c'est que je les aide à ne plus faire ce qui est pas de la vente. Donc, à passer 100% de leur temps à vendre, dans un cas idéal, et que tout tourne tout seul à côté de ça, quoi. Et si tu devais recommander un de SalesOps ou RevOps pour ce podcast, qui serait cette personne? C'est une personne de RevOps de Easy Movie, Antoine Le Prince. J'avais écouté un de ses podcasts il n'y a pas très longtemps, qui est une boîte intéressante et ils ont mis en place Salesforce aussi depuis un petit moment, et je pense qu'ils sont performants sur cette partie-là. Ok, du coup, j'inviterai de ta part. Parfait. Merci pour la recommandation. Du coup, Rami, merci beaucoup pour ton temps et d'avoir accepté l'invitation, et je te dis à bientôt. Merci à toi, Eric, à bientôt.